Bon, euh, comment est-ce qu'un simple navire commercial qui éteint discrètement son GPS en plein milieu du golfe Persique peut au final déclencher une fusillade dans un supermarché du Midwest américain? Ouais, posé comme ça, c'est sûr que... C'est une question qui semble complètement absurde, je sais. On a vraiment l'impression de mélanger deux trucs qui n'ont strictement rien à voir. Ah bah c'est clair. Et pourtant, c'est exactement la dynamique vertigineuse que révèlent les documents qu'on décortique aujourd'hui. On n'est vraiment pas face à des événements isolés, là. Non, c'est sûr. Et c'est ce qui ressort de l'immense pile de sources qu'on a pour notre exploration du jour. On a sous les yeux des dépêches mondiales urgentes, des rapports de sécurité, des analyses économiques. C'est assez long, ouais. Complètement. On voit bien qu'il y a une vraie mécanique de crise qui s'installe. Voilà. Et la mission de notre analyse détaillée aujourd'hui, c'est pas juste de faire la liste de ces catastrophes pour plomber l'ambiance de ceux qui nous écoutent. L'idée, c'est de trouver le fil conducteur. Bon, décortiquons tout ça parce qu'il faut vraiment comprendre l'effet domino qui se produit sous nos yeux en ce moment. Ouais. Et pour bien comprendre cette réaction en chaîne, il faut d'abord regarder là où la pression est la plus forte. Nos sources convergent toutes vers un point critique, une vraie poudrière en fait. Le Moyen-Orient. Exactement. On assiste à une escalade spectaculaire des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Concrètement, la marine américaine a carrément mis en place un blocus naval d'une ampleur inédite contre le commerce maritime iranien. Et attention, ça se passe pas au milieu de l'océan Pacifique, c'est centré autour du détroit d'Ormuz. Et pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas forcément la carte en tête, le détroit d'Ormuz, c'est ce passage minuscule entre la péninsule arabique et l'Iran. Ouais, à son point le plus étroit, les voies de navigation font à peine quelques kilomètres de large. C'est minuscule. Et pourtant, c'est par là que passe près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. 20%, c'est le goulot d'étranglement par excellence. C'est ça. Sauf que face à cette pression américaine, l'Iran ne recule absolument pas. Nos sources indiquent qu'il menace d'élargir la zone de perturbation et de cibler carrément la mer Rouge. C'est fou. C'est un peu comme si on posait un énorme garrot sur l'artère principale de l'économie. La pression sanguine doit bien aller quelque part, donc le risque d'hémorragie en mer Rouge devient imminent. Ah ouais, je nuancerais presque ton image du garrot, pour le coup. Ah ouais? Pourquoi? Un garrot, ça donne l'impression d'un truc chirurgical, contrôlé, qui arrête le flux proprement. Ce que nos sources décrivent, c'est beaucoup plus instable. C'est plutôt une cocotte minute dont on aurait bloqué la soupape. Ah ouais, je vois le genre. Le détroit d'Ormuz, c'est le talon d'Achille du système mondialisé. Si ce conflit régional pète, on parle plus juste du Moyen-Orient, on parle d'une paralysie maritime mondiale en quelques jours. Mais justement, c'est là que je bloque un peu. Il y a un détail fascinant dans ces rapports. Malgré ce blocus imposé par la première puissance militaire au monde, il y a des navires iraniens qui parviennent quand même à passer. Comment c'est physiquement possible, en fait? C'est dingue, hein? Bah oui, on n'est plus à l'époque des pirates avec des longues vues. Les Américains, ils ont des radars de fou, des satellites, des destroyers. Comment tu caches un énorme pétrolier rempli de brut? C'est là qu'on entre dans les coulisses de ce qu'on appelle la Dark Fleet, la flotte fantôme. Imposer un blocus totalement hermétique sur l'eau, même avec la technologie moderne, c'est un cauchemar logistique. Ces navires utilisent des techniques de dissimulation presque industrielles. Genre quoi, par exemple? La technique la plus courante, c'est la manipulation du système AIS. C'est le transpondeur automatique qui diffuse la position, la vitesse, tout ça. Normalement, c'est obligatoire pour éviter de se rentrer dedans. Logique. Mais eux, ils l'éteignent purement et simplement pour disparaître des écrans civils. Ou pire, ils le piratent pour émettre une fausse position GPS. Donc le bateau est physiquement dans le détroit, mais son signal dit qu'il est peinard, au large de l'Inde. Non mais c'est incroyable. C'est un brouillage à grande échelle en fait. Complètement. Après, ils repeignent les coques, ils changent de pavillon, et ils font des transferts de pétrole de navire à navire en pleine nuit en mer. Oula, sans radar et dans le noir absolu? Exactement. C'est un jeu du chat et de la souris super dangereux. À chaque fois qu'un navire américain s'approche d'un vaisseau fantôme pour le contrôler, l'incident militaire n'est pas loin. Une erreur d'interprétation, un coup de semonce qui part mal, et on bascule dans l'affrontement armé direct. Et le truc, c'est que cet affrontement n'a même pas besoin d'éclater pour faire des dégâts réels. La simple menace de cette cocotte minute suffit à créer une onde de choc. Quand une artère est bloquée au Moyen-Orient, l'économie mondiale attrape la fièvre directe. C'est immédiat, ouais. C'est pas théorique. Les dépêches prennent l'exemple précis du Kenya, où on observe déjà une augmentation hyper rapide des prix à la pompe. Si cette instabilité dure, on va droit vers une flambée des prix de l'essence, une hausse du coût de la vie et des ruptures énormes dans la chaîne d'approvisionnement. Le choix du Kenya dans les sources n'est pas fait au hasard. C'est parfait pour comprendre le mécanisme. Le pétrole, c'est ce qui fait tourner les cargos, les camions, mais aussi ce qui sert à faire des engrais pour l'agriculture. Donc ça touche à tout. Bah oui.
Quand le baril explose à cause d'un blocus, c'est comme une taxe invisible et hyper violente sur les pays en développement. Pour le Kenya, qui importe son énergie en dollars, c'est la double peine. Leurs réserves de devises fondent et le prix de la bouffe explose. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Et assez inquiétant. Est-ce que cette hausse au Kenya, ça n'est que la pointe de l'iceberg? Est-ce qu'on parle d'un simple pic tarifaire ou d'une destruction forcée de notre manière de faire du commerce? C'est tout le problème de notre modèle économique. Pendant des décennies, on a tout misé sur le flux tendu, le just-in-time. Ouais, le fameux zéro stock. C'est ça. On produit en Asie, on consomme en Europe ou aux États-Unis en optimisant les coûts de transport au centime près. Mais si Hormuz ou la mer Rouge deviennent des zones de guerre chronique, c'est fini. Les armateurs ne prendront plus le risque. Ils devront contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Et ça rajoute un temps fou, ça. Au moins 2 ou 3 semaines, hein? Au minimum. Donc des semaines de carburant en plus, des assurances maritimes qui explosent et des bateaux bloqués sur de longs trajets. Le coût de tout ce qui est importé va être décuplé. C'est une refonte douloureuse de toute l'économie mondiale. Et pour piloter l'économie à travers une crise pareille, la logique voudrait qu'une nation unifie ses forces, surtout les États-Unis. Mais quand on regarde nos sources sur la situation à Washington, c'est le choc absolu. Le pays est complètement fracturé de l'intérieur. C'est le gros paradoxe de cette crise, ouais. Pour gérer le monde et rassurer ses alliés, il faut être solide chez soi. Sauf que là, la capitale américaine est engluée dans des luttes intestines hallucinantes. Alors, pour être très clair, notre but ici, c'est de relater les faits, des rapports avec une neutralité absolue, on ne prend aucun parti. Mais nos sources dressent un constat clinique. D'un côté, on a la base républicaine qui se déchire, avec le représentant Thomas Massie qui défie ouvertement l'influence de Donald Trump. Ouais, une vraie guerre d'usure interne. Et de l'autre, le ministère de la Justice, le fameux DOJ, maintient une répression acharnée contre les groupes liés au 6 janvier. Les rapports citent directement les Proud Boys et les Oath Keepers. Et sans compter le Congrès lui-même. Des législateurs des deux bords sont empêtrés dans des scandales. On a Eric Swalwell côté démocrate et Tony Gonzalez côté républicain qui subissent des pressions monstrueuses pour démissionner suite à des affaires de mauvaise conduite. Tous ces éléments mis bout à bout, ça crée un manque cruel de bande passante politique. La bande passante, tu veux dire le temps de cerveau disponible. Exactement. L'attention d'un gouvernement n'est pas magique. S'ils passent leur journée à gérer des scandales éthiques, des procès historiques et des guerres de factions, le temps qu'il leur reste pour gérer une crise mondiale complexe autour d'un détroit, il s'effondre. C'est comme essayer de diriger un immense porte-avions à travers une grosse tempête géopolitique, pendant que l'équipage se dispute ouvertement à coups de clés à molette dans la salle des machines. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie sur le plan diplomatique pour Washington? Pour les autres pays, ils perçoivent un vide énorme. Et en géopolitique, rien n'est plus dangereux qu'un vide. La crédibilité américaine repose sur sa prévisibilité. Si la salle des machines est en feu, les alliés doutent. Et surtout, les rivaux voient ça comme la fenêtre de tir idéale. La nature a horreur du vide. Les États-Unis sont absorbés par leurs scandales et embourbés au Moyen-Orient, donc d'autres acteurs prennent la place. Nous Dépêche le montre clairement. D'un côté, on a la Russie, qui lance des frappes massives de drones et de missiles sur l'Ukraine. Ils profitent de la distraction, clairement. Et de l'autre, on a la Chine, qui s'immisce diplomatiquement avec de nouveaux plans de paix pour le Moyen-Orient. Alors, les rapports précisent que le succès de ces plans est très incertain, mais le geste est là. Est-ce que cette manœuvre chinoise est une réaction directe aux divisions américaines? C'est fort probable. Ça soulève une question importante sur l'état du monde actuel. La Russie et la Chine exploitent le même vide, mais avec des styles opposés. Moscou y va par la force brute, le chaos militaire, alors que Pékin mène une vraie guerre d'image. Ils veulent se poser en nouveaux pacificateurs, c'est ça? Voilà. Ils essaient d'apparaître comme l'adulte responsable dans la pièce. Et pour beaucoup de pays de la région, la présence américaine est très lourde, très militaire, avec son lot de sanctions et de blocus. Ce qui n'est pas le cas de la Chine. Pas militairement, non. La Chine arrive avec des investissements, des accords commerciaux et une politique de soi-disant non-ingérence. Même si leur plan de paix échoue, le simple fait d'avoir organisé les discussions montre que le monde n'est plus sous le monopole américain. C'est un coup de maître à très bas coût. Et il y a un autre truc marquant dans ces sources, c'est l'étrange résonance entre tout ce chaos géopolitique et la violence civile locale. On s'éloigne des ambassades et on regarde les faits divers qui remontent dans ces rapports globaux, et c'est glaçant. Oui, ces faits divers sont très révélateurs de l'ambiance générale. Par exemple, cette femme accusée d'avoir enlevé et attaqué un enfant et qui a été abattue par la police dans un Walmart à Omaha, ou encore ces multiples fusillades dans des écoles en Turquie qui ont fait des blessés graves.
pourquoi compiler ces violences locales avec les blocus internationaux? On dirait le portrait d'un stress sociétal mondialisé. C'est ce qu'on appelle la friction systémique. Il y a un lien invisible, mais puissant entre le stress macroéconomique et le passage à l'acte au niveau individuel. Les gens baignent dans un climat super anxiogène, tu vois. Ouais, entre l'inflation qui monte, les bruits de guerre, la politique qui vrille complètement. C'est ça. On est dans une espèce de permacrise, une crise permanente. L'amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur, est sursollicitée en permanence. Évidemment, un blocus en mer Rouge ne cause pas directement une fusillade dans une école turque. Mais cette surcharge de stress globalisée ronge notre résilience. Les gens qui sont déjà fragiles ou désespérés finissent par craquer parce qu'il n'y a plus de filet de sécurité psychologique. Exactement. Les nerfs de la société mondiale sont à vif. Et d'ailleurs, on est vraiment entré dans la phase loi de Murphy de l'actualité mondiale. Comme si les conflits humains, l'économie chancelante et nos cerveaux surchauffés ne suffisaient pas, la nature s'en mêle. Ah oui, les alertes climatiques. Ouais. Les dépêches mentionnent la formation d'un puissant super-typhon dans le Pacifique qui menace des millions de personnes. Et aux États-Unis, des vagues de rappels de produits et de graves perturbations logistiques qui touchent même la Ligue nationale de hockey, la NHL. Tout s'effondre en même temps. Pris isolément, un typhon ou un problème logistique dans le sport, ça se gère. Le problème ici, c'est la cumulation. C'est la saturation totale de la capacité des gouvernements à réagir. C'est clair, même une perturbation dans la NHL, ça rajoute un bruit de fond anxiogène à un système déjà poussé à bout. Imagine la FEMA, l'Agence américaine de gestion des urgences. Si elle doit anticiper les dégâts dramatiques d'un super typhon, pendant que le gouvernement est bloqué par des scandales, que l'armée gère un blocus et que l'inflation bloque les chaînes de froid entraînant des rappels de produits, Ils ne peuvent pas être partout. c'est ça? Les petites failles deviennent des brèches béantes parce que la machine n'a plus aucune marge de manœuvre. Ce qui résume bien le panorama de nos sources d'aujourd'hui. Ouais, pour faire simple, on est face à un monde dont les routes maritimes stratégiques sont sous blocus, l'économie vacille, les superpuissances sont divisées ou en plein conflit, et la nature se déchaîne. L'avenir de la stabilité globale va vraiment se jouer dans les tout prochains jours. Et ça m'amène à une réflexion que j'aimerais partager avec ceux qui nous écoutent. Une idée qui prolonge tout ça. Si nos routes commerciales sont si vulnérables et que nos grandes puissances sont paralysées par leur propre division, est-ce qu'on n'assiste pas purement et simplement à la fin de la mondialisation fluide? C'est une excellente question, oui. La question à se poser face à toute cette instabilité interconnectée, c'est est-ce que le futur n'appartiendra pas aux nations, aux entreprises ou même aux communautés qui sauront relocaliser et décentraliser leurs ressources vitales? Arrêtez de dépendre d'un seul détroit à l'autre bout du monde. Exactement. Ne plus dépendre d'une seule alliance diplomatique ou d'un seul axe commercial. C'est une super réflexion pour clôturer cette analyse. Merci d'avoir décortiqué toutes ces sources avec moi. Pour notre audience, restez curieux, gardez un esprit critique face au déluge d'informations et on se retrouve très vite pour une prochaine exploration. À bientôt. Salut tout le monde, à très vite.